Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour ce deuxième webinaire du CEFAC. On va patienter quelques minutes si vous en êtes d'accord, le temps de laisser arriver tout le monde. Et après, nous aurons le plaisir d'écouter Madame Rouy. Juste attendre qu'il soit... Allez, encore 2 minutes. Bien. Sarah, est-ce que tu es prête? Tout à fait. Mm. D'accord. Alors, je vais faire la petite introduction, donner quelques précisions pour la séance, et puis après, je te donnerai la parole. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par le CEFAC. CEFAC, qui est le Collège européen des investigations financières à l'échelle européenne et d'analyse criminelle, qui est co-dirigé par Madame Chantal Cutajar, maître de conférence à la faculté de droit de Strasbourg, et Monsieur Marc Simon, qui est notre co-directeur et ancien premier policier de la police fédérale belge. Voilà. Concernant la logistique de ce soir, le webinaire est donc enregistré et il sera disponible sur le site web du CEFAC et sur nos réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. Pour pouvoir participer, il y aura un temps de discussion à la fin avec Madame Rouy et il suffira de vous présenter dans le chat. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde, tous les petits participants de ce soir, mettent une petite présentation, si vous êtes enquêteur, si vous êtes dans le privé, quel secteur, si vous avez des thématiques et des questions que vous désiriez qu'on aborde un peu plus. Il suffira de lever la main et à ce moment-là, je vous donnerai la parole. Au moment où je vous donne la parole, il serait apprécié que vous ouvriez la caméra pour que le service de l'interprétariat, que je remercie encore une fois pour sa disponibilité et son grand professionnalisme, puisse vous traduire parce que le webinaire est donc proposé en français et en anglais. Il suffit de choisir l'interprétation de la langue qui vous convient. Je vois dans le chat que notre co-directeur est là ce soir. Bonsoir Marc. J'ai également vu que mon collègue Monsieur Dupont, professeur agrégé, est là. Il dit qu'il y a des échos. Donc ça, on va voir avec la technique. Marc, souhaites-tu prendre la parole? Donc si Monsieur le technicien veut bien monter Monsieur Simon en tant que panéliste. Oui. Alors Marc, on va te promulguer, enfin comment on dit, te mettre en tant que panéliste pour que tu puisses Ouais, intervenir. c'est fait normalement. Merci. Marc, tu peux prendre la parole si tu veux. Il suffit d'activer ton micro. Allô? Marc, on ne t'entend pas. Enfin, moi, je n'entends pas. Je ne sais pas si... Est-ce que tu m'entends là? Oui, c'est Oui. Ah, parfait. voilà. Bonsoir, Bon. mon cher co-directeur. À vous la parole. Vous pouvez toujours m'appeler Marc, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc d'abord, je tiens à remercier Madame Sarah Rouy pour son intervention durant ce webinaire. Alors, autre chose, je remercie aussi toute l'équipe de traduction de Sergio, hein, parce que depuis des années,
il nous aide véritablement dans notre travail dans le cadre du CFAC de Strasbourg. Et donc aujourd'hui, je vais faire une petite introduction en anglais, exceptionnellement, pour nos amis anglophones qui éventuellement seraient présents. Et donc Sergio fera la traduction en français. Excusez-moi de mon accent, puisque, comme vous le savez peut-être, je suis belge. Donc j'ai déjà un accent belge. Par rapport au français, c'était assez particulier. Donc voilà. Marc, est-ce que je peux te couper 2 minutes? Est-ce que tu serais en mesure de mettre une caméra pour que les interprètes puissent te voir? La caméra. Ouais. Ah là là, mon Dieu. Ah oui, on en demande beaucoup, hein. Attendez, parce que... Non. Non, ça ne veut pas. Bon, bah tant pis. Je suis désolée. Attends, je vais... Ah, si, ah, on Ah, t'avait. attends. Oui, oui, C'est voilà. bon. Voilà. Vous me voyez là? Oui? Oui, parfaitement. Voilà. Donc ici, je vais faire une toute petite introduction et puis je laisserai le webinaire se dérouler. Alors, en anglais. Alors, hello everyone. I hope you're all well, all well. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. For those of you who don't know me, my name is in English, Mike Simon, and in French, Marc Simon. And I am a young pensioner from the Belgian Federal Judicial Police, where since 2001, I've headed the National Criminal Intelligence Analysis Service and the Criminal Financial Analysis Service. I have also been a member of the steering committee and a professor at CEFAC. CEFAC, donc l'organisateur de ce webinaire, donc the European College of Financial Investigation and Criminal Financial Analysis, since its beginnings in 2013. And since 2019, I have been co-director of CEFAC, supporting the General Director, Chantal Kutajar. I would like to welcome you to this webinar on environmental crime, which is certainly today a topical subject. And I would like to thank the magistrate, Sarah Rui, who will be speaking on the subject of environmental crime and financial investigation for a global approach. It's very, very important today. Finally, before I would like to thank Emily Erengal, my friend, in particular for preparing and organizing this webinar. Enjoy the webinar and have a very good evening. Voilà. Merci Marc, c'est très gentil. Je propose donc de passer directement à tes propos, Sarah, qui sont bien plus passionnants que ce que j'aurais pu dire, Marc ayant fait l'introduction, ce qui est très gentil. Donc Sarah, on t'écoute avec attention et on passera aux questions-réponses par après. À toi. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Marc. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très honorée et très heureuse à la fois d'être avec vous en cette fin d'après-midi pour ce que j'appellerais un échange qui sera surtout l'occasion d'échanger sans doute sur nos pratiques, sur nos interrogations communes. Alors, tout d'abord, quelques mots de présentation me concernant, non pas parce que mon parcours est particulièrement exceptionnel et il mériterait une présentation, mais plutôt pour que vous puissiez relativiser, peut-être critiquer ou du moins mettre en perspective les propos qui seront les miens. Je suis donc Sarah Rouy, je suis magistrate de l'ordre judiciaire, je suis française. Avant d'être magistrate, j'ai été inspectrice du Trésor public en charge des analyses financières et je suis actuellement détachée. J'ai été détachée dans une agence pour l'environnement en France pendant plusieurs années et j'ai rejoint ensuite le ministère de la Défense français où je suis chef de la mission développement durable
transition énergétique et écologique au sein de la direction de l'immobilier, des territoires et de l'environnement du ministère français de la Défense. Cette précision pour vous dire que je m'exprime ce soir à titre uniquement personnel en qualité de magistrate détachée. Lorsque j'étais magistrate, et je ne sais pas s'il y a des collègues du siège, où, je n'ai jamais été au siège, j'ai été uniquement au parquet. J'ai été en charge dans plusieurs parquets du nord de la France et du sud de la France. J'ai été affectée au service économique et financier et environnement, où j'ai été référente environnement dans plusieurs parquets. Ma dernière affectation a été à la section économique et financière du parquet de Marseille avant d'être détachée. Donc voilà des éléments me concernant. Donc ce que je vous propose, et comme l'a indiqué Émilie, c'est qu'à travers le chat, vous puissiez peut-être vous présenter. Je vois que nous sommes 27. Donc je vous remercie pour cette manifestation d'intérêt en cette fin d'après-midi. Et si vous pouvez remplir le chat, indiquer vos qualités, tout simplement parce que ça me permettra d'adapter ma présentation en fonction des profils de l'auditoire, et c'est une habitude que j'ai, donc n'hésitez pas au fur et à mesure à vous présenter. Je me permets de vous laisser quelques instants pour le faire à travers le chat. Je pense que tu peux y aller, Sarah, et puis ça se remplira au fur et à Oui, ben, mesure. ça se remplira, et Voilà. n'hésitez pas à m'indiquer voilà, qu'il y a des présentations des participants qui se présentent au fur et à mesure que le chat s'alimente. Donc, alors comment est venue cette idée de webinaire? Alors, ce n'est pas une idée isolée, c'est une idée qui a fructifié à travers l'équipe du CEFAC. J'ai été moi-même élève du CEFAC à la session d'octobre 2020. Et j'étais déjà détachée dans cette agence environnementale, et cela m'a donné un certain nombre d'idées et conforté dans l'idée, comme le disait Marc, que les aspects financiers étaient très importants. C'est la marque de fabrique du CEFAC que de promouvoir les investigations financières, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire pas seulement un simple calcul de l'infraction, du produit de l'infraction, mais aller bien au-delà, être dans une approche beaucoup plus proactive et beaucoup plus approfondie dans les investigations financières que l'on peut mener. Alors, je ne vous cacherai pas, je ne sais pas s'il y a des participants qui ont des connaissances particulières en criminalité environnementale, donc je m'excuse déjà vis-à-vis des spécialistes qui peut-être nous écoutent, mais je rappellerai quelques notions pour les participants qui seraient moins familiers Alors, avec Sarah, tu as des collègues qui sont là, hein. Alors, c'est parfait. Gwen Chevalier, bonsoir. Thomas Bonsoir, Laurent, qui est Gwen, inspecteur à l'environnement. tout à fait. Il y a des compliance officers qui sont là également. Bonsoir Clotilde. Euh, Madame Irly, qui est directrice d'une agence bancaire, et Madame Grenard. Alors, toutes les deux sont des stagiaires de notre formation continue, Oui. et donc qui sont des profils compliance pour l'instant, et donc qui vont passer du côté obscur de la force en passant du côté investigation. Ah, ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation des participants que je salue. Donc, vous le savez, la délinquance environnementale est une délinquance qui est en pleine expansion. Cela se traduit notamment à travers différents rapports de l'ONUDC, notamment le rapport en 2016 qui a été actualisé en 2018 avec un prisme financier sur les flux illicites. Et il est apparu que la criminalité environnementale était
la troisième source de profit en matière de criminalité au niveau mondial. Elle est passée entre 2016 et 2018 du 4e rang au 3e rang. Parce que nous verrons, il y a eu un élargissement de la notion de crime environnemental, ou plutôt d'infraction environnementale, puisque le terme de crime environnemental est beaucoup plus anglo-saxon que le terme de délinquance environnementale qui couvre l'ensemble des infractions qui peuvent être relevées quand nous avons une atteinte à l'environnement, puisqu'en effet, les crimes environnementaux au sens strict juridique sont extrêmement rares, notamment en droit français. Tout ceci pour vous dire aussi que, bien sûr, j'aurai un prisme français, mais n'hésitez pas, bien sûr, à évoquer vos expériences dans d'autres pays européens, et je m'excuse déjà de ce tropisme français qui nécessairement s'impose à moi, faute de connaissances particulières en ce qui concerne eh bien, les autres droits européens, même si j'ai eu l'occasion d'être la directrice de comité scientifique de formation de magistrats européens dans le cadre d'un consortium de 5 écoles de la magistrature de pays européens. Je le disais, la délinquance environnementale est en pleine expansion. Elle est aussi transnationale, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant, c'est une tendance lourde, et aussi avec des mécanismes de criminalité organisée tels que nous les connaissons, notamment que ce soit pour le trafic d'armes, pour le trafic d'êtres humains, mais aussi pour d'autres trafics tels que le trafic de produits stupéfiants. Cette délinquance environnementale, elle est aussi extrêmement puissante dans ses moyens. Alors, elle est aussi extrêmement variée. Et c'est là où réside toute la difficulté d'une telle intervention, puisque on va d'une simple pollution très locale à un trafic englobant des phénomènes de criminalité organisée, je le disais, avec tout le prisme économique et financier qu'ont ces trafiquants qui sont issus de groupes criminels organisés. Elles sont donc très variées dans leur forme, que ce soit une atteinte à l'environnement, comme je disais, qui peut être une pollution, mais aussi un trafic de déchets, mais aussi un trafic d'espèces protégées, mais également des émissions atmosphériques, des pollutions également sonores, qui sont assez peu connues, mais qui retiennent toute l'attention de l'Agence européenne de l'environnement, et puis aussi à la fois donc une variété dans la matérialité des faits, mais aussi une variété dans l'empreinte géographique et dans l'empreinte sur le milieu naturel qu'ont ces infractions. Je m'explique, les infractions environnementales, ce sont à la fois des infractions qui sont extrêmement localisées, avec des effets immédiats sur l'écosystème, dans une dimension géographique qui peut être plus ou moins étendue, mais en même temps, il y a des impacts qui sont transnationaux. Alors, je vous donnerai une anecdote. Eh bien, un jour, nous échangions avec des magistrats luxembourgeois. Et puis, nous évoquions le droit maritime, les pollutions maritimes, et puis aussi le trafic de démantèlement de navires. Vous savez qu'un certain nombre de navires qui sont hors service quittent l'Europe pour après partir vers des pays d'Asie du Sud-Est pour être démantelés dans des conditions humaines, sanitaires et de sécurité qui sont totalement en violation avec les règles minimum du droit international du travail. Et ces magistrats luxembourgeois, nous les taquinions un petit peu en leur disant, ben là, vous n'allez pas forcément être très intéressés par cette partie du programme. Et ils nous ont dit, mais détrompez-vous, car nous avons un nombre considérable
navires qui battent pavillon luxembourgeois. Donc, nous sommes tout à fait intéressés par cette notion maritime, bien que n'ayant pas de façade maritime. Donc, vous voyez, cette dimension transnationale, elle est vraiment une pierre angulaire de la délinquance environnementale. Il n'y a pas un seul pays au monde aujourd'hui qui ne soit pas concerné par des atteintes à l'environnement, y compris pour des atteintes à l'environnement qui ne se produiraient pas sur son sol. Et ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante sans doute à rappeler. Alors, je le disais, des infractions qui sont très variées. Alors, dans ce maquis, j'espère que pour messieurs les interprètes, le terme sera assez facilement traduisible en anglais, mais dans cette forêt que sont les atteintes à l'environnement, eh bien, il y a eu des tentatives de définition. Ces tentatives de définition, elles ne sont pas dues au hasard. Elles sont justement pour définir, catégoriser, mais aussi peut-être prioriser les actions que nous pouvons avoir contre les délinquants environnementaux. Alors, c'est tout récemment, c'est relativement récemment, eh bien, que l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a défini les 5 catégories de crimes environnementaux. Vous les voyez à l'écran. Je m'excuse pour les participants anglophones. Je n'ai pas eu le temps de traduire le PowerPoint en anglais. Et puis, je me suis refusée à la facilité qui aurait été une traduction automatique avec les affres qu'on connaît et les lacunes que l'on connaît à ce type de traductions qui peuvent être utiles pour un usage personnel, mais beaucoup moins quand on est dans une conférence et qu'on ne maîtrise pas assez la langue pour pouvoir le traduire. Donc, je le disais, ces 5 catégories, eh bien, c'est le commerce illégal d'espèces sauvages, l'exploitation forestière illégale. Vous voyez tout de suite qu'à travers cette catégorie, eh bien, on voit l'attention des Nations Unies qui se porte sur un certain nombre et sur certaines catégories d'infractions et certains milieux naturels qui sont impactés. La pêche illégale, le déversement et le commerce illégal de déchets. Là, vous voyez aussi que chaque mot pèse puisque nous sommes nous allons de l'abandon, du dépôt illégal de déchets en englobant son commerce. Donc, vous voyez cette volonté d'avoir ce prisme à la fois du fait matériel, mais aussi de la dimension économique et financière à travers le commerce illégal, surtout quand on sait à quel point ce type de trafic, le trafic de déchets, est rémunérateur. Je pense que le colonel Ludovic Gerhardt, qui m'a précédé dans les interventions et qui était intervenu aussi lors du colloque de juin organisé par Madame Cutajar, a dû, je pense, vous l'expliquer bien mieux que moi à quel point ce trafic était rémunérateur. Nous passons ensuite à l'exploitation et au commerce illégal de minerais, qui a été élargi, et c'est une raison pour laquelle la criminalité environnementale est passée, comme je le disais tout à l'heure, entre 2016 et 2018, du 4e au 3e rang, c'est qu'on a ajouté notamment l'exploitation pétrolière illégale, qui est un véritable fléau dans un certain nombre de pays, notamment des pays en voie de développement, avec des conséquences sur la santé des populations qui sont dramatiques, et je ne pense pas seulement aux accidents dont la presse se fait écho lors de forages clandestins, lors de forages pétroliers clandestins. Alors, vous le voyez, nous avons maintenant là nos catégories. Voilà les catégories qu'a définies l'Assemblée des Nations Unies pour indiquer ce qu'est pour elle le crime environnemental. Alors, vous le voyez, on se heurte tout de suite dès qu'on essaie de catégoriser, on se heurte très rapidement au risque qui est le cloisonnement, le raisonnement en compartiments. Cette approche cloisonnée, elle a été prégnante, puisque on oscille
il y a un équilibre à trouver aussi bien dans l'enquête, mais aussi dans la direction d'enquête, qui est dévolue aux magistrats. Eh bien, il y a cet équilibre à trouver entre l'hyperspécialisation et l'approche trop générale. Il y a aussi la notion de temps, j'y reviendrai, nous aurons l'occasion de voir comment on peut essayer de maîtriser ce temps de l'enquête qui est si important quand on est dans une enquête environnementale, mais aussi la difficulté liée à la technicité et à la connaissance scientifique qui est nécessaire pour pouvoir mener des enquêtes environnementales. Vous voyez, il y a des défis qui sont redoutables pour l'enquêteur, mais qui sont aussi redoutables pour le magistrat. Face à un contentieux technique, faut-il être uniquement technicien spécialisé dans ce contentieux ou faut-il avoir une approche globale? Je n'entends pas apporter la réponse, mais vous allez voir, et c'est aussi la raison du webinaire, qu'on ne peut pas s'exonérer d'un élargissement de nos perspectives quand on a à traiter une enquête environnementale. Alors je vois qu'il y a une directrice de banque dans les participants, et quand je parle d'élargissement, je parle aussi de dimension économique et financière, d'où l'intérêt du webinaire et d'où l'intérêt manifesté par le CEFAC pour ces questions. Alors, si on s'arrête un petit peu aux difficultés et aux obstacles de l'enquête et de la réponse judiciaire. Le but n'est pas de vous décourager, de vous démoraliser, mais il est plutôt d'essayer d'avoir une vision globale de toutes les difficultés qui se heurtent à l'enquête. Il y a tout d'abord la caractérisation de la bande organisée. Cette bande organisée, elle répond à des critères juridiques extrêmement précis. Alors, je sais que dans certains pays européens, pour avoir dirigé ce programme européen de formation des magistrats étrangers en droit de l'environnement, où nous avons formé une centaine de magistrats européens, je sais que cette dimension de bande organisée est assez différente suivant les pays. Et à l'intérieur même des pays, eh bien, elle n'englobe quelquefois que certaines infractions environnementales, et c'est le cas en France. C'est qu'en France, je ne voudrais pas faire un tropisme français, mais l'historique de la circonstance aggravante de la bande organisée en droit français est extrêmement intéressante, et nous aurons peut-être l'occasion d'échanger ensuite, car j'espère que voilà, nous pourrons échanger. C'est aussi le souhait de l'équipe du CEFAC et mon souhait le plus cher. Donc, comment caractériser cette bande organisée et à quel moment, pour pouvoir calibrer les moyens de l'enquête par rapport à la gravité de l'infraction, mais aussi à la puissance des délinquants environnementaux qu'il y a à confondre. La deuxième difficulté, elle est en relation avec la première, c'est l'appréhension du trafic et de son ampleur. Alors, par commodité de langage, j'ai utilisé le mot trafic, même si nous savons très bien qu'il ne correspond à aucune définition juridique, tout au moins en droit français, et qu'il y a une tendance à utiliser ce mot de manière un petit peu lâche et très souvent beaucoup trop large, puisqu'on a tendance quelquefois à qualifier de trafic ou bien tout simplement un commerce, mais qui peut être uniquement ponctuel. Donc nous sommes très très loin de la notion de trafic telle qu'on l'entend entre magistrats qui ont un traité de délinquance organisée. Oui, comment appréhender ce trafic, mais aussi son ampleur, car nous le savons, les délinquants environnementaux se jouent des frontières. C'est particulièrement vrai en cas d'atteinte environnementale, quand on est notamment sur des infractions qui sont extrêmement rémunératrices. Et puis, je le disais, il y a la notion de temps. Comment
comment, et ça ce sont le fruit d'échanges avec de nombreux magistrats européens, comment vaincre ce temps qui, quand on est enquêteur, quand on est magistrat, est une contrainte, mais qu'il est encore plus en matière environnementale, et notamment, alors quand il y a des animaux vivants et qui sont fragilisés par des conditions de détention qui sont tout simplement défavorables à leur santé, puisque ce sont souvent des animaux qui ont été déjà braconnés, donc prélevés dans le milieu naturel avec des méthodes qui ne répondent pas aux nécessités biologiques des animaux. Donc ce temps, comment l'organiser? Car dans ce temps d'enquête de police judiciaire environnementale, il y a le temps financier, il y a le temps de la preuve, il y a le temps des saisies, du produit de l'infraction, de son objet, de l'instrument de l'infraction. Les trois supports juridiques qui fondent une saisie judiciaire. Il y a le temps aussi de l'exécution de la peine. Il y a le temps également, le temps pour potentiellement remettre en état le milieu naturel. Tout ceci, tous ces temps s'additionnent et aussi bien l'enquêteur que le magistrat est face à ces séries temporelles qui, quelquefois, divergent et rarement convergent. Donc, vous le voyez, on a cette dimension globale à avoir car il y a tous ces temps. Le temps de la saisie, le temps de la preuve, le temps de l'enquête aussi, stricto sensu. Et il faut savoir et combiner ces différentes dimensions temporelles. Il y a aussi la question des moyens d'investigation par rapport à la dimension notamment transnationale. Quels moyens d'investigation mettre en œuvre dès le départ alors qu'on ne sait pas s'il y a une bande organisée, on ne connaît pas l'appréhension du trafic, on ne connaît pas son ampleur, quels moyens peuvent être mis en œuvre, a fortiori quand on est dans un trafic à dimension transnationale où, nous le savons tous, nous sommes relativement démunis, à moins d'utiliser le renseignement avec une force tout à fait importante et des moyens qui sont déployés en amont de toute opération de police quand c'est possible. Mais quand nous sommes sur des flagrants délits, dans le sens pénal, eh bien, là, nous avons une relative difficulté pour pouvoir mettre en œuvre des moyens d'investigation et à l'échelle européenne, d'avoir une réponse et une dimension transnationale dès le départ. Les difficultés aussi, c'est les spécificités des groupes criminels organisés. Nous le savons, ces groupes criminels organisés ne sont pas forcément spécialisés dans la criminalité environnementale. Je pense que le colonel Erhardt a dû vous le dire. C'est aussi le constat que fait Eurojust, mais également Europol. Ces groupes criminels sont opportunistes. Ils mettent à profit toutes leurs compétences criminelles, leur organisation, leurs moyens financiers, leur logistique pour éventuellement se porter sur des infractions environnementales. Là, je ne parle pas de groupes criminels ou de délinquants environnementaux qui feraient partie d'entreprises établies avec une activité déclarée, mais nous le savons, il y a parmi les délinquants environnementaux toute cette frange de plus en plus importante de délinquants de droit commun, de groupes criminels organisés de droit commun, qui vont sur un terrain qui est facile, qui est la délinquance environnementale. Facile pourquoi? Parce que comme le disait un éminent membre de la Guardia Civile, finalement, c'est peut-être plus facile qu'un trafic de drogue parce qu'il n'y a pas à créer la matière première. Et c'est une terrible définition, mais terriblement vraie, de la délinquance environnementale. Une matière première qui existe
et qu'un délinquant n'a pas à fabriquer. Ça, c'est aussi vrai pour des déchets. La matière première, elle existe. Il n'y a pas ce coût de la fabrication à réaliser. Et tout de suite, vous voyez, raisonnement économique des délinquants, pas de matière première, nécessairement, votre marge commerciale va être beaucoup plus importante. La marge est beaucoup plus importante puisqu'on n'a pas les coûts de production de matière première. Alors, tout ceci, ça nous invite au désespoir et je propose de clôturer ce webinaire immédiatement où cela a un rôle d'aiguillon et finalement, ça suscite un certain enthousiasme d'être confronté à toutes ces difficultés. Je crois qu'il y en a beaucoup d'autres, nous aurons peut-être l'occasion d'échanger, mais ce sont celles qui nous sont apparues les plus importantes à travers les multiples échanges que j'ai eus, puisque cette présentation, c'est aussi le fruit de réflexion, d'échanges, et ça ne sort pas simplement de mon esprit relativement limité. Donc, l'enthousiasme ou on arrête le webinaire. Je vous pose la question, vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez. Non, je pense que vu le panel que nous avons ce soir, et je vous remercie encore de vous être connecté, Sarah, tu peux continuer en toute confiance. Je n'en attendais pas moins, je savais que nous étions face à un auditoire que la difficulté galvanise et non pas que la difficulté eh bien, décourage. Alors finalement, que pouvons-nous conclure de toutes ces difficultés? Eh bien, que finalement, c'est une magnifique opportunité pour nous pour réaliser des procédures qui soient encore plus de meilleure qualité. Je m'explique. Finalement, d'être potentiellement face à des bandes organisées, dont il faut caractériser les éléments constitutifs de la circonstance aggravante. Face à des difficultés pour mesurer l'ampleur du trafic, face aux multiples temps que l'enquêteur et le magistrat ont à concilier dans une seule et même enquête, face à des moyens d'investigation limités par rapport à des groupes puissants, face à la difficulté qui est inhérente à toute investigation au-delà d'un territoire national, face à la puissance des groupes criminels organisés, eh bien, une des solutions, et la pierre angulaire des solutions, c'est finalement d'avoir une procédure extrêmement rigoureuse, d'avoir une vigilance procédurale extrêmement rigoureuse, parce que la défense, elle, sera particulièrement vigoureuse. Je m'explique. À travers les audiences auxquelles j'ai assisté quand je soutenais l'accusation dans plusieurs parquets, en matière environnementale, la défense, surtout quand il s'agit de groupes criminels organisés, la défense, elle est extrêmement puissante, documentée, compétente, et elle est donc extrêmement vigoureuse. Elle ne va pas nécessairement sur les faits. Elle va sur les erreurs de procédure que peut comporter l'enquête. Et là, il y a un parallélisme très fort qui peut être rapproché de certaines délinquances, notamment en matière de produits stupéfiants. Nous savons, en matière de trafic de stupéfiants, souvent la défense fonde ses conclusions sur les erreurs de procédure. Et c'est une très bonne nouvelle finalement pour le droit d'avoir cette défense vigoureuse, puisque cette défense vigoureuse, elle est auxiliaire de justice, tout comme le sont les magistrats et les enquêteurs, et avoir une défense qui va être aux côtés du parquet, aux côtés
des magistrats du siège aux côtés des enquêteurs comme garant de la procédure, eh bien, c'est une très bonne nouvelle pour le droit. Donc, mais vous le voyez, il y a cette difficulté potentielle puisque nous aurons face à des défenseurs qui se défendront avec des moyens et avec toute une compétence qu'ils ont et acquise au fur et à mesure des différents contentieux. Alors, je vous propose un plan, j'accélère un petit peu. La première partie, elle sera consacrée aux aspects économiques et financiers des atteintes à l'environnement, en montrant pourquoi c'est une préoccupation croissante, pourquoi aussi c'est un prisme qui intéresse, et là on voit tout le flair, si je puis dire, du CEFAC, qui il y a quelques années a très bien compris que cette dimension financière et économique des infractions environnementales, elle devait être une préoccupation croissante des enquêteurs et des magistrats au niveau européen. Et puis en deuxième partie, nous verrons très concrètement et pratiquement les réponses dans l'enquête et dans la réponse judiciaire que nous pouvons apporter pour avoir cette approche globale, et là je me réfère aux enseignements très intéressants du CEFAC avec cette idée d'une police fondée sur la résolution de problèmes, donc avec cette approche globale qui est pas simplement d'avoir une intensification des contrôles de police, mais d'avoir plutôt dans le phénomène criminel, eh bien, cette approche d'analyse de toutes ces facettes et de tous ces volets. Alors, la première partie, je vous invite à ce que nous réfléchissions ensemble sur finalement les raisons qui poussent à cette manifestation très importante du volet économique et financier dans les atteintes à l'environnement. C'est un prisme qui est relativement récent. Nous verrons pourquoi très rapidement. Et puis, comment ça se traduit dans les textes à un niveau international, au niveau des organisations internationales de lutte contre la délinquance, mais aussi de manière plus concrète dans un certain nombre de textes européens qui sont notamment en cours de préparation. La deuxième partie, eh bien, nous nous pencherons sur les réponses, car vous êtes toujours là, donc nous continuons et nous allons voir comment nous pouvons apporter des réponses à travers les outils que nous pouvons utiliser, les nouveaux instruments que nous pouvons utiliser pour avoir cette approche globale dans le sens de la résolution de problèmes, de la POP, pour ceux qui connaissent cet acronyme, de police fondée sur la résolution de problèmes. Et puis nous passerons à deux cas pratiques qui sont le fruit d'une imagination, mais qui sont tout simplement aussi le fruit de plusieurs situations réelles, de plusieurs enquêtes réelles, que j'ai transformées pour pouvoir montrer quelles étaient les principales difficultés. La première partie, donc, des raisons convergentes de la préoccupation croissante pour les aspects économiques et financiers des atteintes à l'environnement. Je le disais, finalement, quels sont très rapidement ces éléments de contexte? Il y a d'abord un élément de contexte européen avec le Green Deal et également aussi avec une traduction très concrète dans le budget européen puisque l'Union européenne consacre 30% de son budget d'ici 2027, soit 356 milliards d'euros à la protection de l'environnement. Et cela veut dire aussi qu'à travers ce budget, c'est le versement de subventions à des entreprises, de subventions à des particuliers pour mettre en œuvre des programmes, des installations qui protégeront l'environnement. Ce volet subvention, il est très important et il n'a pas échappé aux criminels puisque ils ont tout de suite perçu qu'il y aurait des possibilités de détourner les subventions européennes et cela a fait l'objet d'une réunion à Rome en 2022. La presse en a fait écho, donc je peux en parler dans ce webinaire qui est ouvert à tous, puisque la presse européenne a fait écho de cette réunion à Rome de l'ensemble des services de police européens
qui se sont penchés sur cette question et sur le risque de détournement des subventions européennes en faveur de la protection de l'environnement par des groupes criminels. Je n'aurai pas l'occasion de développer l'exemple que j'ai donné lors du colloque de juin 2023, mais je pourrais peut-être vous l'envoyer si cela vous intéresse à travers le site du CEFAC. Donc vous le Et voyez, n'oublions pas, Sarah, qu'il y oui, aura les actes du colloque tout à fait, qui seront voilà, disponibles et tout à donc les fait. gens pourront y avoir accès en français Et et en tout, anglais. tout à fait. Et je ne me rappelle plus si dans le texte que j'avais communiqué, j'avais détaillé ce cas qui est un cas réel, qu'Émilie connaît et puis qui évoque, voilà, qui évoque à la fois des subventions européennes détournées, l'utilisation de pesticides, mais également des risques pour la santé humaine très importants. Donc, je le disais, donc d'abord des éléments de contexte internationaux et européens, et puis aussi un contexte géopolitique très particulier que nous connaissons tous, à la fois sur le continent européen, mais au-delà, avec finalement un intérêt croissant pour les ressources naturelles. Et puis aussi une compétition des pays, tout simplement, des économies, pour disposer de ces ressources naturelles, qu'elles aillent des minerais, mais aussi le bois. On peut penser aussi à des espèces végétales et animales protégées. Donc vous voyez, c'est finalement ce prisme économique de la nature, ce volet, cet aspect, qui finalement est en train, par des événements qui n'ont pas forcément trait à l'environnement, hein, quand on pense à des conflits armés comme il y en a en ce moment, eh bien, ce prisme est en train de se conforter. Tout ceci, ça a des effets sur l'évolution du droit de l'environnement. Alors, je vais me livrer à vraiment un résumé qui fera bondir les spécialistes du droit de l'environnement, mais finalement, et d'éminents universitaires, mais finalement, on voit que l'évolution du droit de l'environnement, c'est l'évolution vers le droit des ressources naturelles. Nous ne sommes plus uniquement sur un droit de l'environnement qui protège la nature per se, en tant que telle. C'est un volet du droit de l'environnement, mais il y a une tendance forte actuelle parce que le droit de l'environnement s'oriente vers les ressources naturelles comme instrument de puissance économique. Je rappellerai simplement que les premiers textes anglais de protection du droit de l'environnement sont des textes qui protègent la forêt non pas pour la beauté des arbres, non pas pour la production ou la captation, plus exactement la captation de dioxyde de carbone, mais tout simplement parce que le bois est une ressource à la fois pour une flotte commerciale de navires à l'époque, mais aussi pour une flotte militaire pour fabriquer des coques de navires en bois. C'est une source aussi d'alimentation à travers les animaux et les végétaux qui sont dans cette forêt, une alimentation pour la population, mais aussi un instrument pour se chauffer. Voilà. Donc, vous le voyez, on est vraiment sur un droit finalement qui revient aux sources, qui est le droit, finalement un droit qui s'oriente vers le droit des ressources naturelles. On peut le déplorer, on peut s'en réjouir, ça n'est pas le propos. Cela a pour conséquence immédiate que l'aspect économique et financier des atteintes à l'environnement doit être pris en compte à un niveau beaucoup plus important qu'il ne l'est actuellement. Un haut magistrat européen qui a beaucoup œuvré pour la création du parquet européen disait il n'y a pas tellement longtemps lors d'un échange, finalement, à travers la protection du droit de l'environnement en Europe, ce qui se joue, c'est l'appauvrissement ou non de l'Europe. Et son appauvrissement aussi économique, mais son appauvrissement aussi culturel. Donc vous le voyez, c'est extrêmement prégnant dans le domaine du droit de l'environnement, cette notion de ressources. Et certains pays l'ont très bien compris, notamment des pays qui ont qui ont un prisme
ou une volonté d'être des puissances économiques mondiales ou la puissance économique mondiale. Donc, nous allons donc voir comment ça se traduit dans les textes. Alors, ça se traduit tout simplement au niveau de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui intègre cet aspect économique et financier, puisque le 16 octobre 2020, donc c'est déjà assez ancien comme préoccupation, mais elle exhorte les États parties à mener des enquêtes sur le blanchiment des produits du crime provenant de la criminalité transnationale organisée qui affecte l'environnement, y compris en utilisant des techniques d'investigation financière en vue d'identifier, de désorganiser et démanteler les groupes criminels impliqués, à s'efforcer d'éliminer les incitations à commettre ces crimes et aussi lutter contre le transfert à l'étranger des produits du crime, privant ainsi ces produits d'un refuge, et aussi elle exhorte les pays à recouvrer les produits de ces crimes. Donc vous le voyez, on est vraiment sur une dimension d'investigation économique et financière qui doit être systématique dès lors qu'il y a une criminalité transnationale organisée. Ah. Je vous ai perdu. Voilà, pardon, je vous avais perdu, mais j'essayais je ne vois pas forcément tout le PowerPoint, donc j'ai essayé voilà, c'est parfait. Donc, le deuxième texte qui va aussi dans cette ligne, c'est la déclaration de Kyoto, donc qui est finalement un continuum de la déclaration du 16 octobre 2020, qui définit et qui, pour la première fois, demande aux États de s'engager avec des mesures efficaces pour prévenir et combattre les crimes qui portent atteinte à l'environnement. Alors, je ne voudrais pas, le temps nous presse, mais vous pourrez le voir. Alors, je ne sais pas s'il y a des anglophones, mais sinon, je ne lirai peut-être pas tout le texte à destination des interprètes qui ont la gentillesse de traduire, mais tout simplement, l'idée de la déclaration de Kyoto, c'est que, au-delà des atteintes à l'environnement, c'est finalement le développement durable et l'état de droit qui sont menacés. Donc, vous voyez un prisme très important, et nous verrons aussi à travers les phénomènes à la fois de blanchiment, mais aussi de corruption des agents publics. Vous le voyez, en matière de blanchiment et en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement, là aussi, la déclaration de Kyoto demande à ce que il y ait des investigations financières qui soient réalisées, et il y a un focus qui est réalisé par la déclaration de Kyoto sur ces aspects économiques et financiers, puisque dans la notion de développement durable, il y a aussi l'aspect social, économique et environnemental. Donc, vous le savez, le rapport Brundtland en 1987, qui a fondé la déclaration de Rio, a défini le développement durable avec ces trois piliers: un pilier social, un pilier économique et un pilier environnemental. Donc, vous voyez, l'idée de ce haut magistrat qui évoquait les risques d'appauvrissement de l'Europe, ils ne sont pas du tout le fruit d'une seule réflexion, c'est un constat qui est partagé. Finalement, c'est le développement durable du monde, de régions du monde, d'États, et aussi l'état de droit qui sont menacés à travers cette criminalité. Dernier texte, c'est la résolution adoptée en décembre 2021 lors de la 30e session de la Commission pour la prévention du crime et de la justice pénale de l'Assemblée générale des Nations unies, qui donne mandat à cette commission pour renforcer les capacités des États en matière de lutte contre la criminalité environnementale et développer la coordination des différentes agences telles que l'ONUDC, le programme des Nations Unies pour l'environnement,
l'ONUDC, donc l'Organisation des Nations Unies contre la délinquance et le crime, l'Organisation mondiale des douanes et Interpol. Alors, autre traduction dans les textes, là vous voyez, nous avions des textes qui étaient plus transnationaux, c'est les apports de la prochaine directive européenne qui va remplacer la directive 2008-99 portant protection de l'environnement par le droit pénal. Donc quelques mots car le temps court, simplement pour vous dire que, eh bien, cette directive, elle apporte en matière de droit de l'environnement un certain nombre d'éléments très nouveaux, une hiérarchisation des atteintes à l'environnement, enfin elle les précise, elle en fait des catégories, elle invoque des notions très importantes pour pouvoir avoir des réponses judiciaires adaptées. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais c'est très intéressant à analyser quand on se penche sur les différentes infractions. Elle crée des infractions, comme le démantèlement illégal de navires que j'évoquais, c'est-à-dire des navires qui quittent l'Europe pour des pays d'Asie du Sud-Est pour être démantelés dans des conditions qui ne sont pas légales. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est que la directive, si elle est adoptée, puisque vous savez que nous en sommes maintenant à l'étape des trilogues au niveau de l'adoption de cette directive, donc elle n'est pas vraiment encore adoptée, mais le Parlement européen a voté à l'unanimité ce rapport. Elle est donc maintenant, elle doit être validée au niveau du Conseil et de la Commission, et en accord avec le Parlement. Eh bien, cette directive, elle introduit un certain nombre de nouveautés, alors telles que, par exemple, l'exclusion des marchés publics européens, c'est très intéressant, mais aussi, donc à titre de peine complémentaire, mais aussi la prise en compte dans le montant de l'amende du chiffre d'affaires mondial. Donc, vous savez qu'il y a en ce moment, au niveau européen, de l'Union européenne, un certain nombre d'échanges sur cette notion de prise en compte du chiffre d'affaires mondial. C'est une première. Ça concerne effectivement davantage les entreprises, bien sûr, mais c'est un pan aussi que la directive a souhaité renforcer. Donc vous voyez, cette dimension économique, elle est tout à fait prégnante. Dimension économique et transnationale, puisque là, on est sur un chiffre d'affaires mondial. Ça veut dire aussi que si l'activité était complètement illicite, c'est tout simplement une invitation à développer des investigations financières et criminelles qui chiffreraient le produit, le bénéfice de l'infraction, pas simplement au niveau national, local, mais aussi, si on est dans une dimension transnationale, c'est une invitation à élargir notre vision dans le calcul du produit de l'infraction. La troisième nouveauté principale qu'apporte la directive, eu égard au sujet de notre conférence ce soir, c'est l'affirmation de l'importance de l'état initial de l'environnement et du préjudice écologique, avec des effets sur la notion du coût de remise en état lorsqu'il est possible. Il y a dans la directive, dans son projet, un certain nombre de dispositions qui évoquent l'importance de l'état initial. Et ça, c'est très important pour les enquêteurs et pour le magistrat, puisque cette notion d'état initial, elle va renvoyer immédiatement à l'atteinte, mais surtout au préjudice, c'est-à-dire la transformation juridique de la notion de dommage, qui est une notion écologique, en une notion juridique qui est celle du préjudice, c'est-à-dire, eh bien, un dommage qui est indemnisable. Et la directive souhaite que, eh bien, soit pris en compte cette notion de préjudice écologique et le coût de la remise en état chaque fois que c'est possible. On verra que ça a des traductions très concrètes en matière d'investigation et en matière d'enquête, mais aussi en matière de réponse judiciaire. J'espère que je ne parle pas trop vite pour messieurs les interprètes. Si c'était le cas, n'hésitez pas, voilà, d'une manière ou d'une autre, à me le signaler. Deuxième partie, l'utilisation de nouveaux instruments. Je vois que nous avons un petit peu de temps. L'utilisation de nouveaux instruments. Vous le voyez donc, on a cet appel
à la fois au niveau transnational, au niveau européen, à développer l'analyse, l'étude des aspects économiques et financiers des atteintes à l'environnement. Ça, c'est une donnée. La directive lance des pistes vers les États-nations lorsqu'ils auront à transposer cette directive, une fois qu'elle sera adoptée. Elle lance des pistes qui est la volonté qu'il y ait une plus grande harmonisation du droit de l'environnement dans chacun des États membres, avec un certain nombre de nouveautés. Les 3 nouveautés qui me semblent les plus importantes que j'ai pu évoquer, il y en a bien d'autres, mais il y a cette dimension qui est extrêmement importante dans la directive, cette notion d'harmonisation. Harmonisation qui va permettre de répondre au caractère transnational de cette délinquance environnementale quand elle est organisée. Au-delà de cette directive que nous attendons, eh bien, il y a la possibilité d'ores et déjà d'utiliser de nouveaux instruments. Alors, c'est à la fois l'utilisation de nouveaux instruments, mais c'est aussi une nouvelle utilisation ou une utilisation différente d'instruments, d'outils d'investigation, de vision, d'approche que nous avions l'habitude d'utiliser pour d'autres contentieux ou que nous utilisions d'une certaine manière et que nous pourrions utiliser d'une autre manière. Alors, ces instruments, ils vont surtout servir à lever certains obstacles qui se heurtent à nous, qu'on a évoqués, mais qui se traduisent juridiquement selon plusieurs axes. Il y a d'abord tout ce qui tourne autour de la preuve, de l'identification. Que ce soit un animal, que ce soit une espèce végétale, que cela soit aussi un déchet, que cela soit une substance polluante dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Donc, il y a cette notion d'identification qui est très prégnante. Il y a aussi l'origine, car une fois qu'on a déterminé la nature, se pose la question de l'origine. Et pour un certain nombre d'infractions, l'origine, je pense notamment au trafic d'espèces protégées, l'origine, elle est déterminante, puisqu'il y a un certain nombre d'infractions qui ne sont pas constituées si dans une certaine zone géographique, pour certaines espèces, eh bien, le mis en cause peut rapporter la preuve que l'origine de l'espèce est dans le périmètre géographique et que dès lors l'infraction qui lui était reprochée d'une exportation ou d'une importation, eh bien, vers une zone géographique où là, cela est prohibé, eh bien, celle-ci ne sera pas constituée. Et ça, ce sont des failles juridiques que les trafiquants ont extrêmement bien compris, qu'on retrouve dans un certain nombre d'autres contentieux économiques et plus économiques et financiers tels que les contrefaçons, mais la notion de l'origine, c'est-à-dire la traçabilité aussi, elle est fondamentale. À partir du moment où on a une infraction qui va viser, par exemple, une exportation de déchets, là, cette notion d'origine, elle va être fondamentale. Fondamentale aussi pour confondre les personnes qui ont réalisé et qui ont commis cette infraction. Vous voyez la nature, donc l'identification, l'origine, mais après aussi, ensuite le parcours. Vous le voyez, on a cette difficulté à retracer les parcours, car finalement, si les délinquants se jouent des frontières, les enquêteurs et les magistrats ont quand même encore, malgré tous les efforts liés à la coopération judiciaire et policière internationale, il y a quand même une certaine difficulté, ne serait-ce que liée à la langue, et j'en suis la preuve vivante aujourd'hui, où je ne m'exprime pas en anglais devant vous,
Mais vous le voyez, il y a cette notion de parcours qui est extrêmement importante et qui doit pouvoir être retracée avec un certain nombre d'outils que je vais évoquer. Il y a aussi l'objectif de démantèlement de la supply chain. C'est un objectif que nous avons tous à cœur, parce qu'un démantèlement partiel, c'est finalement la garantie qu'un réseau se reconstitue, que la partie du réseau qui a été démantelée se reconstitue très facilement, et finalement, eh bien, une enquête qui ne parviendrait pas au démantèlement, c'est une enquête qui n'est pas forcément pour nous tous réussie. Cet objectif de démantèlement, il est louable, il est compréhensible, mais il a aussi ses limites, et j'en reviens à la notion de temps, à la notion de moyens d'investigation, de coopération, de preuves. Et vous voyez, il va falloir avoir un équilibre extrêmement délicat à trouver dans l'enquête, dans la durée des investigations, dans les moyens qui sont mis en œuvre, puisque vous savez, il y a un principe de proportionnalité de l'enquête, et ça, la Cour européenne des droits de l'homme le rappelle très régulièrement, cette notion de proportionnalité de l'enquête qui doit être liée à la gravité de l'infraction et qui ne doit pas remettre en question des libertés fondamentales dès lors qu'une gravité serait tout à fait relative. Donc il y a ce jeu entre les libertés fondamentales, la nécessité de démanteler, mais aussi la nécessité d'avoir des investigations qui soient proportionnées. Nous avons en France en 2016 une loi qui a rappelé de manière très forte ce principe de proportionnalité de l'enquête, de manière à ce que, eh bien, il y ait à la fois une efficacité et une garantie des libertés fondamentales, qui est la mission première de tout magistrat. Là, le troisième point de vigilance, c'est la prise en compte effective de la dimension commerciale et économique de l'infraction dans la réponse judiciaire. Et cela revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la notion de préjudice écologique. Comment est-ce que la réponse judiciaire va pouvoir être proportionnée d'un point de vue économique et financier? Car les délinquants anticipent des peines d'emprisonnement, ils les budgétisent, mais la confiscation d'un bien, de somme, eh bien, c'est quelque chose qui permet à la réponse judiciaire d'être efficace, proportionnée et dissuasive. Et le terme de proportionnalité, de dissuasion et d'efficacité, ce sont les objectifs qu'a signé la directive de 2008 portant protection de l'environnement par le droit pénal. C'est les objectifs qu'elle a signés aux peines qui devaient être prononcées par les juridictions des États membres. Donc, concrètement, comment intégrer, dès le début de l'enquête, cette dimension économique et financière? Alors, il y a les saisies, mais les saisies, elles doivent être motivées. Elles supposent des investigations financières, on aura l'occasion de le voir. Et ces investigations financières, il va falloir les mener de front avec des enquêtes techniques, scientifiques, avec une gestion des biens saisis qui peuvent être aussi, eh bien, tout simplement des animaux, être sensibles, des animaux qui sont vivants, d'autres qui sont morts, tout en maintenant la preuve et le démantèlement de la chaîne de production. La vision géographique aussi, elle doit être très importante, on l'a vu, notamment en ayant le réflexe d'aller voir concrètement, notamment quand on est sur une importation d'une espèce végétale ou animale, d'avoir une idée des effets de l'infraction sur le milieu naturel, même s'il n'est pas sur le territoire national. Alors c'est délicat à réaliser quand on est sur des espèces qui sont importées de pays en voie de développement, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour caractériser la particularité, les effets de l'infraction sur leur sol et sur leur milieu naturel et sur leurs espèces naturelles endémiques. Les instruments, eh bien,
Pour la preuve, il y a les perspectives de la police technique et scientifique. Ces perspectives, elles sont méconnues, car il y a pour l'enquête environnementale, eh bien, des perspectives qui vont être considérables, notamment avec la notion d'ADN environnemental, avec des notions aussi, des techniques qui permettent de retracer le parcours d'un animal. C'est un laboratoire européen qui peut, avec un certain nombre de techniques, déterminer le parcours d'un animal en procédant à un certain nombre d'analyses. C'est-à-dire qu'un animal dont le propriétaire prétendrait qu'il a une origine légale et qu'il a été en captivité dans des conditions tout à fait légales, eh bien, pourrait être confondu, ce mis en cause pourrait être confondu par des analyses portant sur cet animal qui montreraient que non, cet animal, eh bien, provient d'un milieu naturel, a été prélevé de manière tout à fait illégale dans un milieu naturel. Alors, je le dis, je passe rapidement là-dessus, mais nous avons des perspectives en matière de police technique et scientifique qui sont considérables, pas simplement en matière de trafic d'espèces protégées, mais je pense notamment aux moyens qui peuvent être apportés pour reconstituer des scènes, pour reconstituer l'état d'un milieu naturel avant la commission de l'infraction, et ça va être très intéressant pour déterminer le préjudice écologique, le coût financier de la réparation, déterminer aussi si le milieu naturel peut être réparé d'un point de vue écologique et à quelles conditions. Je parlais notamment des conditions financières et économiques qui pourront être un moyen de requérir des amendes proportionnées, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je le disais, les instruments, c'est d'essayer d'avoir un démantèlement qui soit un démantèlement des réseaux qui soit raisonnable. Pour reprendre un peu la notion de procès raisonnable de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque on le sait tous, au fur et à mesure que le temps s'écoule, eh bien, c'est les preuves qui disparaissent, mais c'est aussi les réseaux qui se reconstituent, qui trouvent eh bien, des solutions pour contrecarrer une enquête qui finalement ne va pas aboutir nécessairement sur des résultats tout à fait probants au regard des moyens qui ont été engagés pour cette enquête. Et puis aussi, c'est la notion d'anticipation. L'anticipation, elle est vraiment très importante. Ça a été l'occasion d'échanges avec Europol notamment. Cette anticipation, elle est réalisable notamment par du renseignement, mais aussi par une très bonne connaissance à la fois scientifique, par une juxtaposition des compétences pour pouvoir déterminer tout simplement eh bien, les rouages et pouvoir déterminer en amont les enquêtes qui pourront être réalisées. Et puis, je le disais aussi, le point de vigilance, c'est de prendre en compte le raisonnement économique des délinquants environnementaux. Puisque ce prisme environnemental, nous l'avons dit, un délinquant environnemental ne détruit pas l'environnement parce que c'est un ennemi de l'environnement. Il détruit l'environnement, il porte atteinte tout simplement parce qu'il a une vision lucrative de l'environnement. Et c'est quelque chose qu'il faut intégrer pour confondre les mises en cause. Alors, je vous propose une illustration d'un raisonnement économique que l'on peut avoir dans une enquête judiciaire. Alors, ce sont des travaux de recherche. Là, j'ai choisi un exemple qui est relativement simple, qui va vous montrer, et je pense que vous verrez tous les ressorts qu'on peut avoir dans ce type dans ce type de raisonnement. C'est tout simplement à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, je repasse la slide là. Comment prendre en compte le raisonnement économique des délinquants environnementaux? Eh bien, il faut se plier à un certain nombre
de raisonnement économique. Alors, je vous propose, alors j'espère qu'on la voit. Voilà, je vais, le temps presse, donc je ne vais pas vous montrer là. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez connu, hein. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ces courbes d'offres et de demande qui sont des raisonnements économiques qui sont issus des sciences économiques. Et vous allez voir, voilà. Donc là, on est sur un marché, puisque le délinquant environnemental, il est sur un marché avec une loi de l'offre et de la demande, donc avec une demande, vous voyez, qui dépend du prix, et puis inversement, une offre en termes de quantité qui dépend du prix également, avec une demande, je me permets de mettre ma souris, une demande qui diminue quand le prix augmente, tout simplement, et inversement, une offre qui augmente quand le prix augmente. Alors ça, c'est un marché, et nous pouvons essayer d'appliquer cette notion de marché à l'effet que vont avoir les opérations de police sur l'offre et la demande. L'offre et la demande d'un bien, ça peut être des déchets, ça peut être des espèces protégées, ça peut être aussi des gaz fluorés, vous savez, qui vont être interdits par l'Union européenne. Il y a une infraction qui va être créée telle que le prévoit la directive, puisque ça a des effets 23 fois, 1000 fois plus importants que le CO2, que le dioxyde de carbone, pardon, sur les effets de serre et donc sur le réchauffement climatique. Donc, on peut voir finalement quels sont les effets des opérations de police sur la demande et sur l'offre, c'est-à-dire l'offre qui est finalement proposée par les délinquants environnementaux. Eh bien, vous allez voir, on voit bien sûr que plus d'opérations de police. Je renvoie aux travaux du professeur Michael Fauré, qui a très bien étudié ça, notamment sur le prisme de la détermination et des rouages du raisonnement des délinquants de manière générale. Alors, et je renvoie aussi aux travaux d'un certain nombre de chercheurs canadiens qui ont évoqué cette hypothèse vérifiée. Donc, renforcement des opérations de police, donc effet immédiat, diminution de l'activité de braconnage, puisque le risque d'être interpellé pour les délinquants environnementaux ou pour les braconniers augmente. On a donc une offre qui diminue. Et nous avons, par un mécanisme d'élasticité du prix et de loi de l'offre et de la demande, eh bien, nous avons un effet secondaire qui n'est pas forcément très sympathique, qui est une hausse des prix. Alors, qui n'est pas sympathique si on a une élasticité prix de l'acheteur qui est relativement sensible au prix, mais vous voyez aussi qu'il y a hausse de prix dit potentiellement aussi incitation, une fois que la hausse des prix est concrétisée, à reprendre l'activité délinquante environnementale. Alors, vous voyez donc les mécanismes et ça nous donne cette courbe, donc une nouvelle courbe d'offre et une nouvelle courbe de demande concernant la délinquance environnementale et concernant par exemple des déchets ou des espèces protégées. Là, c'était le cas d'une espèce protégée. C'est un cas relativement simple en matière d'espèces protégées. Vous voyez donc un prix d'équilibre entre l'offre et la demande qui est plus élevé que celui de tout à l'heure. Ensuite, la réponse judiciaire. Eh bien, la réponse judiciaire, quels vont être ses effets si on essaie de les schématiser? Alors là, c'est vraiment très schématique, hein. C'est vraiment voilà, c'est une toute partie des recherches effectuées qui ont pu arriver à un certain nombre de travaux. La réponse, eh bien,
il va y avoir une demande, notamment si on est notamment de la part des intermédiaires, qui sont des délinquants également, on va avoir une demande qui va potentiellement décroître parce qu'ils ont eux également, eux aussi, un risque d'interpellation qui est accru. Et d'autant plus qu'ils sont intermédiaires, donc qu'ils ne sont pas simplement les personnes qui agissent, des délinquants primaires, si je puis dire, et qui sont dans cette chaîne du trafic qui est une chaîne que j'appelle intermédiaire. C'est cette demande de la part des intermédiaires qui risque finalement plus gros, au fur et à mesure que la réponse judiciaire est ferme, elle va décroître. Et nous allons avoir un prix qui va décroître sur le marché européen. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de demandes, il y a des opérations de police et il y a une réponse judiciaire forte. Ça, c'est dans un premier temps. Là, nous sommes sur un marché qui est simple, nous sommes sur un marché à double entrée. Nous allons basculer sur le marché de destination, qui est le marché étranger. Donc là, je finis de vous montrer le nouveau prix. Vous voyez que maintenant, il est plus bas, moins de demandes, et donc un prix qui baisse. C'est ce qui peut amener à arriver à casser véritablement des marchés en matière de délinquance environnementale. Donc voilà le schéma concernant le marché européen. Quant au marché étranger, que devient-il? Qui est le marché de destination. Ça peut être aussi un marché national au sein de l'Union européenne vers un marché d'un autre pays européen. On le voit, le marché étranger, lui, maintient sa demande. Sa demande, elle est égale à celle qu'elle était au tout début de la première slide. Cette demande du marché de destination, elle se heurte à une offre d'acquisition qui est beaucoup plus réduite en quantité. Puisqu'on l'a vu, la demande, c'est-à-dire la demande au niveau du marché européen, était beaucoup plus faible, donc les capacités d'exportation de l'Europe vers le marché extra-européen sont beaucoup plus faibles. Donc, une quantité au niveau du marché étranger qui est beaucoup plus faible. Une demande égale avec une offre plus réduite, cela entraîne systématiquement une hausse du prix. C'est un principe économique validé. Cette demande, elle va créer un prix qui va être plus élevé et il va y avoir nécessairement une répercussion au niveau de l'activité de braconnage et de délinquance environnementale du marché initial qu'on a schématisé ici dans cet exemple simple par le marché européen. Donc, vous le voyez, il y a une hausse du prix. Donc, cette hausse du prix sur le marché de destination, elle va entraîner une augmentation de l'activité délinquante dans le marché initial, qui est le marché que j'appellerais de production. Vous voyez, il y a cette notion de temps qui joue de manière très très forte. Et cela va être le rôle de l'enquêteur financier, d'appréhender ces notions qui sont très simples. Là, c'est un exemple qui est très simple. Il y a des modèles qui ont été modélisés qui sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus étoffés. Et, je n'ai pas voulu vous les présenter ici parce que je me semblais peut-être trop spécialisé dans une certaine forme de délinquance environnementale. Mais vous le voyez, il va y avoir un double effet immédiat pour les investigations financières qui vont être de connaître ces mécanismes, de connaître cette loi de l'offre et de la demande sur l'ensemble des marchés, mais également en temps réel
de recalculer, d'actualiser les bénéfices réalisés par les délinquants environnementaux. Parce que s'il n'y a pas cette actualisation, à ce moment-là, la réponse judiciaire, la saisie du produit de l'infraction, elle sera nécessairement minime ou tout au moins non proportionnée au bénéfice qui est effectivement réalisé. Donc, vous le voyez, c'est un véritable enjeu pour les investigations financières. Là, on est vraiment sur de l'analyse de l'investigation financière qui peut être utilisée dans d'autres types de contentieux, mais aussi on est sur un raisonnement qui est effectué dans des salles de marché, mais qui est effectué également dans des entreprises, parce qu'il y a des effets sur la stratégie d'enquête qui sont immédiats. Et il y a l'exemple, je le dis, il est très très simple, parce que il y a une possibilité d'intégrer un certain nombre de variables de manière extrêmement complète. Après, la difficulté, c'est de trouver finalement l'importance des différentes variables entre elles et d'essayer d'avoir une sorte d'algorithme qui va pouvoir permettre d'avoir cette prise en compte des différentes variables. Mais sur la stratégie d'enquête, sur le temps de l'enquête, sur le temps de l'interpellation, sur le montant des saisies, sur le degré de niveau de contrôle de police qu'on doit effectuer, sur la réponse judiciaire que l'on doit avoir, à quel moment placer en garde à vue, par exemple. Tout ceci, il va falloir avoir des idées sur ces données pour pouvoir intégrer ceci dans la stratégie d'enquête. Alors, je voulais aussi vous parler très brièvement, Émilie, tu m'arrêtes, parce que je vois qu'il est 19h30. Il est déjà 19h30, oui, donc Voilà. en 2 minutes. Voilà, en 2 minutes. Tout simplement pour vous dire que finalement, il faut aussi également peut-être donner une nouvelle dimension aux notes d'enjeux environnementaux qui sont en procédure. Vous savez, tout ce qui va caractériser les enjeux pour l'environnement, avec cette dimension économique et financière, développer les outils de coopération judiciaire transnationale, que sont l'équipe commune d'enquête au niveau européen, la décision d'enquête européenne, qui est là prise par les magistrats, mais aussi, vous savez que le parquet européen, éventuellement, il y aurait peut-être des projets pour que le parquet européen eh bien, élargisse sa compétence à la délinquance environnementale dès lors qu'elle est aggravée par la circonstance de la bande organisée. Ce sont des travaux qui sont en cours, donc j'emploie le conditionnel. Je le disais, adapter les stratégies d'enquête aux spécificités de ce contentieux. Je renvoie à ce que j'ai évoqué en matière d'obstacles. Et puis aussi, et ça nous revenons sur ce que le CEFAC enseigne de manière extrêmement détaillée, et bien tout ce qui est blanchiment du produit de l'infraction, toutes les infractions connexes de corruption, mais aussi de fraude documentaire et toutes ces infractions économiques et financières que je qualifierais de classiques, non pas dans un sens péjoratif, mais qui doivent être intégrées maintenant dans l'enquête environnementale si elle veut prospérer. Je suis désolée, je ne peux pas évoquer, mais je pense que de toute façon, vous retrouverez ceci. Je ne peux que passer à la dernière slide et indiquer que je suis à votre écoute. Merci Sarah, c'était encore une fois passionnant. Quelle belle suite donnée au colloque. Et on pourrait même penser à envisager de refaire un webinar juste pour la deuxième partie. Je vais vous proposer, pour le peu de temps qui nous reste, et merci pour les interprètes de leur grande Oui, disponibilité. je m'excuse, j'ai débordé, voilà. Je m'excuse Il y a- auprès des interprètes. Voilà, on va prendre peut-être une ou deux questions. Alors, je vous propose de vous signaler dans le chat ou à main levée, d'ouvrir vos caméras et quand on vous donnera la parole, de commencer par vous présenter pour que Madame Rouy puisse vous répondre au mieux. Alors, y a-t-il des questions?
Alors évidemment, Sarah, tu verras dans le chat que mon co-directeur te remercie hein, chaleureusement. Vous verrez dans le chat que Monsieur Simon, donc Marc, vous a mis plein de petites annotations pour vous montrer l'importance de l'AFC, qui est son cheval de bataille et qui est un outil merveilleux pour lutter contre ces délinquances. Comme je vous le mettais, les actes du colloque et des webinars seront disponibles certainement premier semestre 2024, le temps que je récupère tout ça et que je le formate dans un document qui sera disponible en français et en anglais sur le site internet du CEFAC. Et donc là, Sarah, tu pourras t'en donner à cœur joie et remonter toutes les informations et tous les détails euh, qui te semblent intéressants. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veut parler? Je ne vois pas de main levée, je ne vois pas de... Attention, non, je ne vois rien dans le chat non plus. Messieurs, dames, dernier moment, est-ce que quelqu'un veut parler? Ah, Monsieur Simon, Marc, Oui, je te donne la parole. vous pouvez pas m'appeler Marc, il n'y a pas de souci. Donc ici, un tout grand merci à Madame Sarah Rouy, puisque en plus vous avez bien explicité la réponse policière et judiciaire à ces phénomènes qui sont les crimes environnementaux. Alors en synthèse, bon, Émilie, il y a beaucoup d'anglophones qui nous écoutent ou pas? Non, parce que j'avais Non, préparé une synthèse non, en non, anglais, tu peux donc le faire en français. voilà. Donc, ce qui me paraît important, c'est qu'il faut continuer à sensibiliser nos autorités politiques et judiciaires quant à l'importance de lutter contre les crimes environnementaux, de par l'impact notamment sur l'environnement, comme l'a bien expliqué Madame Sarah Rouy, c'est-à-dire la faune, la flore, etc., mais le trafic des déchets, mais surtout au niveau économique. Deuxièmement, c'est continuer à équiper la justice au niveau national et européen des réglementations et des instruments légaux pour lutter de manière efficace contre ce type de crime qui est quand même assez spécialisé et qui procure quand même pas mal de gains financiers. Trois, c'est aussi, parce qu'on a parlé de la réponse policière, c'est d'équiper la police, les services de police, des ressources humaines en suffisance pour pouvoir travailler contre ces phénomènes, mais surtout de pouvoir les doter des connaissances suffisantes pour pouvoir lutter contre celles-ci. Parce que c'est quand même une matière, comme je l'ai dit, très spécialisée. Alors, évidemment, je parle pour ma propre chapelle, c'est de systématiser, bien évidemment, dans ces domaines, l'utilisation des investigations financières et de l'analyse financière criminelle. Le cas pratique que Madame nous a présenté, un schéma vaut mieux qu'un grand discours pour mieux comprendre les finesses de tout cela. Et c'est la raison pour laquelle, dans mes différents messages que j'ai faits pendant toute la durée de l'intervention, c'est de dire utilisons ce qui existe, c'est-à-dire l'analyse stratégique, les études de phénomènes, le mind mapping pour pouvoir étudier vraiment ces phénomènes dans ces différents aspects, de sorte que vous pouvez identifier les moyens de lutte contre cela. Alors, bien évidemment, comme on parle de criminalité organisée, évidemment, c'est transnational. Donc, il faut développer au mieux tout ce qui est coopération internationale, ce qui n'est pas toujours évident parce que les différents pays ont des lois différentes en ces différentes matières. Et donc, continuer cette coopération internationale par le biais d'Europol, d'Eurojust, etc. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et alors, bon, évidemment, je remercie en tout cas tous celles et tous ceux qui sont ici présents. D'ailleurs, mes étudiants, pour certains étudiants de dernier master, que j'ai déjà interrogé en faisant un mind map, de leur participation donc à ce webinaire, en sachant, et ça, Émilie est d'accord avec moi, qu'on va continuer à organiser ce type de rencontres sur des thématiques qu'on va identifier par rapport à l'actualité, aux besoins et de demandes qui sont formulées par les différents intervenants. Et voilà, donc ça veut dire que le CFAC continue à vivre, il va continuer à vivre de manière beaucoup plus, je veux dire, active au travers des sessions à Strasbourg, mais également des formations continues spécialisées et au travers de ces différents webinaires et conférences. Donc voilà, donc si vous avez des sujets à formuler, à proposer, n'hésitez pas à l'envoyer à Émilie, à moi-même. Et à ce moment-là, on essaiera de trouver les interlocuteurs, un peu comme Madame Sarah Rouy aujourd'hui, pour pouvoir organiser ce type d'activité. Parce que je pense que c'est vraiment important d'abord de partager
d'abord partagé au travers d'un réseau, parce que maintenant on a créé un réseau de personnes, mais aussi un réseau de connaissances. Voilà. Voilà, Émilie, je Merci te passe Marc. la parole. Merci. Alors, je vois dans le chat que Michael me dit qu'ils n'arrivent pas à faire de la main levée. Michael, as-tu une question pour Sarah? Et ce sera, je pense, l'unique comprendra, vu le temps qui est déjà bien avancé. Oui. Monsieur le technicien, serait-il possible de lui permettre de parler? Bien sûr, je le cherche dans la liste pour lui donner la Dumas parole. C'est Michael, Dumas Michael qui est un de nos stagiaires de la formation continue. et que je ne trouve pas. Ah, Michael, tu t'es caché? Alors, sous quel nom il apparaît? Michael, est-ce que tu peux me mettre dans la discussion quel est le nom sous lequel tu apparais dans les icônes? Dumas Michael. Ima Michael. Je ne le vois pas dans la Bah, liste moi des non plus. spectateurs, Alors, il y a donc malheureusement, je peux pas lui donner la parole. Laurent, Mathieu, non. Sinon, Michael écrit dans le chat à la rigueur. Parce que c'est bizarre, on te voit pas. DM, ça devrait apparaître. Désolé pour ce petit contretemps. On va inventer les musiques interludes. Ouais, Michael, tant jeté à l'antenne, je vais dire, euh, très bon résultat dans le module ASC. Voilà. Petit message privé. Alors, donc Sarah, tu verras la question dans le chat. Dans le chat. Oui, il est en train d'écrire. Tout à fait. J'ai dit petite question, Michael. Alors, les deux derniers rapports du GAFI Tout mettent en à avant la fait, nécessité de mettre en place des enquêtes financières en plus des enquêtes environnementales. tout à fait, Michael. Ça a été évoqué notamment lors du colloque de juin organisé par Madame Cutajar. Ces deux rapports très importants du GAFI. Et je crois que vous les retrouverez dans la bibliographie des actes du colloque, je pense, sans difficulté. Tout à fait. Malheureusement, il n'y a aucune notion de criminalité environnementale dans le dernier rapport TRACFIN. On va leur taper sur les doigts. Pourtant, je confirme que le directeur de Tracfin était présent lors du colloque et il a effectivement évoqué le fait que c'était une criminalité qui était très émergente par rapport aux missions de Tracfin, mais que je pense que si ça ne figure pas dans le rapport, ça n'est pas pour autant que l'intérêt pour cette criminalité environnementale n'est pas pris en compte par Tracfin. Je pense que c'est peut-être plutôt le contraire et qu'ils sont notamment en train d'affiner un certain nombre de techniques. Tout à fait. Ça doit être plutôt cette deuxième option. Et donc, Conférence nationale des procureurs dit proposition pour le devenir de la justice pénale et la proposition numéro 8 consiste à dépénaliser l'infraction à l'environnement pour mieux les juger. Les procureurs disent très clairement que ce n'est pas leur cœur de métier, ce ne sont pas les atteintes les plus graves à l'ordre Mais social. là, mais là, mais là, on revient au point numéro un que j'ai Mm. souligné, c'est-à-dire continuer la sensibilisation des autorités politiques, judiciaires à l'importance des dégâts que cause la criminalité environnementale en termes d'environnement, mais surtout en termes économiques. Et c'est véritablement une criminalité organisée, comme l'a dit Madame Sarah Roui. Ce sont des groupes criminels organisés, comme existe dans le trafic de drogue, le trafic d'armes, etc. D'ailleurs, je pense que c'est classé maintenant troisième après ces deux grands trafics, drogue et armes. Donc, il est plus que temps de pouvoir mener les investigations financières utiles et nécessaires. Donc, je pense que c'est un manque de connaissances et peut-être aussi un manque de dossiers sur lesquels ils ont eu l'occasion de travailler. Donc, je pense que dans le futur, avec l'habitude, etc., ils vont comprendre que c'est un pan important. Alors, nous avons Laurent dans le chat qui nous dit plusieurs gens de TRACFIN sont d'ailleurs ici présents ce soir. Est-ce votre cas, Laurent? Je les salue et j'espère ne pas avoir dénaturé le rapport, mais c'est bien ce que nous avait dit le directeur de Oui. Guillaume, que c'était effectivement
prises en compte au niveau des équipes de TRACFIN. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas dans le rapport qu'ils ne travaillent pas sur cette thématique, loin de là. Parce que, comme je le disais, on a vraiment des perméabilités entre les différentes criminalités en matière organisée. Et finalement, la seule variable commune, c'est l'aspect économique et financier, d'où de nouveau tout l'intérêt d'avoir des investigations financières qui vont permettre de découvrir des infractions environnementales quelquefois. Tout à fait. Alors merci Laurent d'être parmi nous ce soir et effectivement, que ce soit par le colloque où Monsieur Valet-de-Valais a eu la gentillesse et on a eu le bonheur de le recevoir pour l'écouter et quand on est en session CEFAC d'avoir des collègues à vous qui viennent, on est toujours très heureux d'avoir des représentants de TRACFIN parmi nos membres et nos événements. Est-ce que vous voulez peut-être intervenir? La question est d'identifier les bons capteurs de vigilance pour être efficace et efficient. Tout à fait d'accord. Je pense, Sarah et Marc, que vous êtes tout à fait d'accord avec ceci. Tout à Et fait. on va peut-être conclure là-dessus parce que je vois le temps défiler. En tout cas, Oui. merci à tous. Je vous laisse encore une fois la parole, Sarah et Marc, pour conclure. Oui, simplement pour répondre à Michael, comme moi je ne suis pas en capacité d'estimer s'il y a un retard en France ou pas, ce que je vous ai présenté, ce sont des travaux personnels qui sont finalement une juxtaposition de retour d'expérience et une réflexion sur plusieurs années. Maintenant, je n'ose pas dire combien de temps vu mon âge, mais simplement pour vous remercier beaucoup, puisque vous êtes restés très nombreux tout au long du webinaire. Je vous remercie. J'espère qu'on aura aussi l'occasion d'échanger dans une prochaine session, pourquoi pas. Et je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Et je remercie aussi tout spécialement l'équipe du CEFAC, le co-directeur, Monsieur Marc Simon, la directrice Chantal Cutajar et aussi Émilie Erangard, qui est l'organisatrice de l'ensemble de ces webinaires, et puis bien sûr les interprètes. Et je laisse la parole à Marc pour conclure cette soirée maintenant qui Merci, commence. Sarah. Donc, je remercie effectivement toutes les personnes présentes d'avoir assisté à ce webinaire, qui ne sera pas le dernier, bien évidemment. Je rebondis sur les capteurs de vigilance parce qu'il faut être efficace et efficient. Eh bien, un peu comme on parle de typologie pour le blanchiment, pour ne pas faire une typologie des crimes environnementaux pour mieux connaître contre quoi il faut se combattre et mettre les instruments policiers judiciaires par rapport à ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que c'est un manque de connaissances, un manque de perception de l'importance que représentent les crimes environnementaux dans notre criminalité organisée qui fait que pour l'instant encore, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs en Europe, on ne combat pas de manière optimale ce type. Mais c'est bien de la criminalité organisée. C'est bien la criminalité organisée, n'oublions pas cela. Et donc utilisons tous les moyens qui sont les nôtres, la magistrature, les réglementations, les lois, les investigations financières et surtout l'analyse financière criminelle, hein, dont je suis le porte-parole. Voilà. Et voilà. Et donc, si tout le monde se met ensemble, on pourra lutter de manière beaucoup plus efficace. Voilà. Voilà, je vous remercie. Merci. Et donc, vous pourrez retrouver ces deux webinaires et les actes de colloque sur le site du CEFAC. Et tous les événements qu'on prépare et qu'on annonce sont sur nos réseaux sociaux, donc le LinkedIn du CEFAC et le Facebook. Suivez-nous, likez-nous. Si vous voulez être mis au courant des événements, n'hésitez pas à nous écrire. C'est moi qui me cache derrière tout ça. Donc, je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci à tout le monde pour votre participation. Merci au service de l'interprétariat et au support technique. Merci, vous direz merci à Sergio de ma part. Merci Marc pour ta fidélité et pour ta direction qui est toujours un vrai plaisir. Et merci Sarah pour ta participation. Et à tout bientôt dans la suite de nos aventures. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.